Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Verizon Communication? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo ici en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon avis et ça ne doit pas être pris comme un conseil d'investissement. Donc, la première chose que je regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a plutôt une stabilité des revenus. J'aime ça, c'est un checkmark. Ici, on suit les 10 dernières années, croissance des revenus de 1% en moyenne. Donc, pour notre évaluation, on ne prendra pas de croissance des revenus, d'accord? On va se dire que les revenus sont stables. Donc, ça, c'est un checkmark. Ensuite, au niveau de la marge brute, ici, je veux une marge brute qui est stable. Ici, marge brute stable aux alentours de 60%, on aime ça, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la marge EBITDA. La marge EBITDA ici, on recherche la stabilité ou la croissance. On a une stabilité des marges EBITDA, j'aime ça, c'est un checkmark. Ensuite, on va regarder l'état d'endettement ici, la dette nette sur EBITDA. La dette nette sur EBITDA en date d'aujourd'hui est de 3,5. Donc, on recherche ici un ratio inférieur à 5 fois les EBITDA. Donc, retenez une chose, cette période-ci et cette période-ci, il y a un changement. Donc, on remarque que la dette a clairement augmenté à ces niveaux-ci. Donc, vous allez voir qu'au niveau de l'évaluation, ça change beaucoup de choses. Mais dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici. Ratio inférieur à 5, c'est parfait. Alors, au niveau de la marge de free cash flow ici, donc on va prendre les marges de free cash flow aux alentours de 15%. Donc, ici, je sais que vous voyez aux alentours de 13, il y a des zigzags, mais il faut généralement reconstruire les free cash flow. Généralement, ici, dans ce genre d'industrie, la marge de free cash flow égale la marge des bénéfices nets parce que la dépréciation amortissement est totalement utilisée pour pouvoir relancer la dépense en capital. C'est une industrie à capital intensif. Donc, les bénéfices nets ici égale free cash flow. Donc, j'aime bien ce que je vois ici. Donc, également pour les analystes, d'accord, le tableau actuel présente ici les estimations des analystes d'ici jusqu'en 2025. On remarque qu'ils attendent des 19% en termes de marge bénéficiaire. En date d'aujourd'hui, on est aux alentours de 15% par là. Donc, les années à venir, on sous-entend que les marges vont augmenter. Mais ça, c'est les analystes qui pensent cela. Tant que vous n'avez pas le rapport des analystes sous les mains, vous ne pouvez pas savoir pourquoi. Il faut également lire ce que le management pense. Peut-être qu'également, actuellement, on a des marges de free cash flow aux alentours de 15%, supérieures même à 15%. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est durable? Dans tous les cas de figure, ça, j'aime bien ce que je vois ici. On va utiliser 15% pour nos marges de free cash flow. Donc, avant d'arriver au calcul, ce qu'on va regarder ensuite, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser comme multiple. Ici, la moyenne est de 13. En date d'aujourd'hui, on s'échange à 9 fois les bénéfices. Donc, vous allez remarquer que la moyenne se situe ici. D'accord. Ensuite, après le 13, on peut dire qu'aux alentours de 15 fois les bénéfices également, on a une autre valeur pour se situer là. Et aux alentours de 17 fois les bénéfices, voilà, ça c'est la marge supérieure. Donc on l'a atteint ici à cette période-ci et à cette période-ci. Donc on remarquera que la valeur va se situer à peu près dans cette zone-ci. D'accord. Pour la marge supérieure, ça va se situer dans cette zone-ci. Vous remarquez que avant cette période-ci, regardez, l'état d'endettement est plutôt à ce niveau-ci. Et quand on arrive à cette période, aux alentours de 2014-2015, qu'est-ce qu'on observe? Voilà, 2014-2015, on observe ceci. Vous voyez que le ratio PER diminue alors que la dette augmente. Donc, les deux sont liés. Donc, le PER actuel, PER moyen actuel, généralement ici, inclut déjà, prend déjà en considération l'état d'endettement. C'est pour ça que je vais utiliser deux types de valeurs. Vous allez remarquer pourquoi. Alors, quand j'arrive ici au niveau du calcul, vous savez que moi, personnellement, quand j'utilise les PER, j'ajoute toujours la dette. D'accord? Ici, on a affaire à une industrie qui prend en considération la dette sur le calcul de la dette sur le PER moyen. Donc, si vous prenez une entreprise en date d'aujourd'hui et que vous le multipliez par, voilà, actuellement, on a près de 15% de marge, 15% de free cash flow. Si vous prenez 15% multiplié par, voilà, 133 milliards, ça vous donne 20 milliards. Donc, le 20 milliards actuellement, si vous prenez par 13 fois les bénéfices, vous allez vous retrouver un prix généralement aux alentours de $62 l'action. Si vous ne prenez pas en considération la dette, on sera aux alentours de $62 l'action. Or, il faut toujours prendre en considération la dette. D'accord? Qu'est-ce que ça donne ici? Si je prends en considération la dette, le prix actuel devrait être situé aux alentours de $19. Si je prends 15 fois les bénéfices, on sera à $28. Et si je prends 17 fois les bénéfices, on sera à $38. Ça, c'est si je prends en considération la dette. D'accord? Mais attention, quand on investit pour pouvoir récolter les fruits dans le futur. D'accord? Donc, que ce soit les dividendes, la croissance du prix de l'action, le rachat d'actions, etc. Donc, si j'achète cette entreprise en date d'aujourd'hui, vu que je suis un investisseur long terme, le long terme pour moi, c'est minimum 5 ans. Ça veut dire que sur les 5 prochaines années, je dois avoir la certitude d'investir dans un business qui a la capacité de me ramener au moins les marges actuelles. Donc,
au moins maintenir les revenus, au moins maintenir les marges actuelles. Donc, c'est-à-dire que ça revient à ramener 20 milliards en termes de free cash flow chaque année. Et ce 20 milliards-là va servir soit à repayer la dette, soit à payer les dividendes, soit à racheter des actions. Donc, on va se dire ici que voilà, on va le mettre ça dans le repaiement de la dette. D'accord? Ça nous permet d'augmenter la valeur parce que dépendamment de ce qu'on va utiliser, si vous rachetez des actions, ça augmente le bénéfice net par action. Si vous repayez la dette, ça augmente votre équité. Et si vous payez les dividendes, ça vous fait du supplément en poche. D'accord? Donc ici, si vous prenez la période actuelle sans prendre en considération les dividendes futurs, donc sur les 5 prochaines années au moins, donc on va se dire qu'au prix actuel, l'entreprise serait surévaluée. Au prix actuel. Mais chaque année, il y a quelque chose qui va tomber dans ma poche. Mais quand je prends en considération la dette, au moins sur les 5 prochaines années, ça revient à faire 13 plus 5, 15 plus 5, 17 plus 5. D'accord? Ce qui veut dire que si je sous-entends qu'aujourd'hui, j'achète cette entreprise en date d'aujourd'hui et je considère qu'en mon année de sortie, elle va au moins avoir des PER de 13, d'accord? Et que les 20 milliards vont être encaissés totalement pour repayer une partie de la dette. Qu'est-ce que ça va me donner à la fin? Ça va redire que en année 2026, d'accord, le prix ne devrait pas dépasser 43,16$ si on prend en considération un PER de 13. En année 2022, si on prend en considération en base d'aujourd'hui un PER de sortie de 13, le prix ne devrait pas dépasser 43$. Si on prend en considération un PER de sortie de 15, d'accord, le prix ne devrait pas dépasser 52$, enfin la valeur. Et si on prend en considération un PER de 17, la valeur ne devrait pas dépasser 62$. Alors, vous remarquez une chose, je vous ai dit ici que le 20 milliards va servir à repayer la dette. Et moins vous avez de dette, plus votre PER aura tendance à être élevé. Et c'est ce qu'on a pu observer ici. Je vous ai dit que ce ratio-ci est très important. Pourquoi? Parce que avant 2014, regardez l'état d'endettement. Avant 2014, on a ce niveau de dette, à peu près aux alentours de 1,5 fois les EBITDA. D'accord? Avant 2014. À partir de 2014, qu'est-ce qu'on a? On a aux alentours de 2,5 fois les EBITDA. Actuellement, on est à 3,5 fois. Et plus la dette augmente, moins notre PER est élevé. C'est pour ça que c'est très délicat d'analyser ce genre de compagnie. Il faut toujours prendre en considération la dette. Il ne faut pas juste vous dire que le PER est à 10, à 9,44, donc il y a une opportunité d'investissement parce que si vous avez un PER aux alentours de 10, c'est une opportunité d'investissement. Non, le PER doit être remis dans son contexte, dépendamment de l'industrie. Oui, le 10, c'est bien, mais si vous êtes dans une compagnie bancaire, 10, c'est déjà correct. On peut se dire que pour une entreprise bancaire, financière, c'est déjà un maximum. D'accord? Mais ici, plus la dette est élevée, moins le PER est élevé. Moins la dette est élevée, plus le PER est élevé. Donc, vous remarquez ici que notre ratio est à peu près fluctué en maximum aux alentours de 17 fois les bénéfices ici, alors que la dette était aux alentours de 1,5 fois les EBITDA. Et quand la dette est aux alentours de 2,5 fois les EBITDA, il a tendance à diminuer. D'accord? Actuellement, on a une dette de 3,5 fois les EBITDA, donc c'est normal qu'on soit aux alentours de 10. Mais cette dette-là est vouée à être remboursée. Également, il peut y avoir une croissance des marges ou bien une légère croissance des revenus. C'est pour ça que je privilégie ce calcul-ci pour la valeur de l'entreprise. Et pour moi, personnellement, c'est une entreprise de qualité, donc qui devrait s'échanger normalement des ratios plus élevés, donc qui aura tendance à repayer sa dette ou bien à racheter ses actions. C'est pour ça qu'on va se situer à ce niveau-ci. Donc moi, ici, je dirais que l'entreprise vaut 62$ l'action. Ça, c'est la valeur que je lui octroie. Si vous êtes très conservateur, vous pouvez vous dire que non, je n'achète pas à plus de 62$, 52$ ou bien à 43$. C'est à vous de voir. Mais ceci n'est que mon avis à moi. D'accord? Donc, on va se dire qu'en date d'aujourd'hui, à 49$ l'action, ma valeur est située à 62$ l'action. Donc, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement. Mais, est-ce que ça veut dire que moi, je vais acheter cette entreprise au prix actuel? Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Même si le dividende est juteux à 5,14%. Donc, le dividende actuellement, il est safe. Donc, on est à 5,14%. D'accord? Il n'y a pas de risque qu'il puisse être coupé. Et si vous remarquez bien, le free cash flow yield ici aura tendance à être aux alentours de 10%. Qu'est-ce que le free cash flow yield? Vous prenez la capitalisation boursière. Donc, vous prenez free cash flow, d'accord, divisé par la capitalisation boursière. Donc, vu que le free cash flow est de 20 milliards ici, la capitalisation boursière aux alentours de 200 milliards, on va l'arrondir comme ça, vous êtes aux alentours de 10%.
d'accord, ou 9% par là. C'est-à-dire que si on reverse la totalité des free cash flow en dividendes, vous avez 10%. Donc, votre dividende maximum ne pourra pas aller aux alentours de 10%. Et si on vous distribue, bien sûr, la totalité des 100%. Mais attention, aucune entreprise ne distribue 100% de ses bénéfices. Et encore, c'est une entreprise qui est endettée. Si vous prenez en considération maintenant l'état de la dette, on a une dette aux alentours de 176 milliards. Donc, pour rembourser cette dette-là uniquement avec les free cash flow, ça nous prend une dizaine d'années, à peu près 9 ans par là. Donc, la priorité d'une entreprise, c'est de réduire son endettement. Donc, dites-vous que votre dividende ne va pas augmenter si vite que ça, mais il y aura une possibilité qu'il continue à augmenter. Donc, le prix actuel pour ceux qui aiment le dividende est correct. 5,14% de rendement, c'est bien. D'accord? Mais pour ceux qui aiment le dividende et la croissance du prix de l'action, je pense qu'il y a mieux. Mais dans tous les cas de figure, on va se dire que je vais le mettre dans les cas opportunités d'investissement, mais opportunités d'investissement qui ne m'intéressent pas moi personnellement. Ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre, bien sûr. Donc, ce qui est sûr, en achetant Verizon, vous ne pouvez pas vous tromper. Je sais que beaucoup de gens vont parler de la 5G, etc. Mais comment est-ce que vous allez quantifier la croissance de la 5G? Le domaine de télécommunications est très concurrentiel. Donc, si ce n'est qu'une question de prix, ici, le consommateur sélectionne son opérateur par rapport au prix et par rapport à l'état du réseau. Et si vous avez la même qualité du réseau partout, le prix aura tendance à être le même. D'accord? Donc, on va se dire ici, opportunité d'investissement, maximum $62 l'action et dividende qui est safe. Donc, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement pour quelqu'un. Mon prix personnellement, si je devais acheter cette entreprise-ci, ou bien si j'étais forcé à en faire l'acquisition, j'aurais demandé à peu près personnellement un prix aux alentours de $40 l'action. D'accord? Donc, maintenant, à vous de faire le travail de recherche afin de pouvoir déterminer la qualité même de cet actif-ci et s'ils peuvent maintenir des marges à 20 milliards. Moi, je suis sûr que oui. Mais la décision vous revient à la fin si vous voulez faire l'acquisition de cette compagnie-ci ou bien si vous voulez vous renforcer, faites vos propres recherches. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.